Aujourd'hui, on parle d'un lancement que le marché des SCPI attendait, celui de la toute première SCPI grand public d'une société de gestion qui gère déjà 840 millions d'euros, mais qui n'avait jusqu'ici jamais ouvert de fonds au grand public. Une maison qui a déjà 10 ans d'expérience et qui est adossée depuis janvier au groupe Premium et ses 21 milliards d'euros sous gestion, qui se lance enfin sur le marché de détail avec une stratégie 100% européenne et diversifiée. Alors pourquoi se lancer maintenant? Qu'est-ce qui rend ce moment historique pour investir en immobilier en Europe? Et surtout, qu'est-ce que cette SCPI va faire différemment de ses 230 concurrentes? Eh bien, on va voir tout cela ensemble. Pour en parler, nous recevons Gérald Proutot, le directeur général en charge du développement de la société de gestion Pierre Premier Gestion, et Phong Hua, gérant de fonds en charge de la SCPI PPG Prem Europe. Alors Pierre Premier Gestion, c'est une maison qui a désormais 10 ans d'historique, qui a quasiment 850 millions d'actifs sous gestion, qui est connue pour ses fonds professionnels et qui se lance sur le marché de la SCPI. Pourquoi ce choix? Pourquoi maintenant? Donc la société de gestion vient de fêter ses 10 ans. Nous avions lancé notre premier fonds BKPCI en 2016. Et donc en 2026, nous avons fait le choix d'élargir en fait notre gamme de produits, puisque effectivement jusqu'à présent, nous avions une gamme de fonds professionnels, c'est-à-dire ouverts à une clientèle professionnelle ou assimilée professionnelle, au sein de laquelle on retrouve des clients privés qui ont la capacité d'investir plus de 100 000 euros. Donc on était sur une gamme de produits très élitistes en termes de montant, puisque naturellement on s'adresse à des patrimoines très élevés. Et donc là, aujourd'hui, nous avons fait le choix de lancer deux nouvelles offres sur le marché. Un produit de distribution, donc la SCPI, nous en allons parler, et un produit de capitalisation qui sera lui également éligible à la clientèle de détail, la clientèle privée, puisque le ticket d'accès sur ce deuxième fonds sera à partir de 25 000 euros. Et alors du coup, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui dans le marché vous a fait vous dire finalement aller vers cette clientèle de détail est intéressant? Il y avait déjà une réflexion qui avait été entamée il y a 2 ans en fait, d'élargir notre offre, puisque quand nous rencontrons aujourd'hui nos partenaires, nos distributeurs historiques, eux-mêmes nous disaient c'est dommage, ce que vous faites c'est très bien, mais toute ma clientèle n'a pas la capacité de pouvoir souscrire à des fonds à plus de 100 000 euros. Donc cette réflexion-là avait été déjà entamée. Ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup de lancements de véhicules grand public. Donc en fait, on cherchait aussi à se démarquer de la concurrence. Et puis, il fallait aussi avoir une réflexion pour renforcer nos équipes, notre expertise, puisque nous sommes un acteur franco-français jusqu'à ce jour. Donc l'idée, c'était d'aller un petit peu aussi élargir les frontières. Donc il fallait aussi avoir une réflexion sur quelle stratégie, avec quelles personnes autour de la table pour venir compléter l'équipe de gestion. Et puis, une dernière chose, c'est que le marché, en tout cas le marché de l'investissement, la façon avec laquelle on l'appréhende aujourd'hui, tant en France d'ailleurs qu'en Europe, est réellement un marché d'opportunité, puisque on l'a vu, suite à la baisse des taux, en tout cas à la remontée, puis la rebaisse des taux en 2024. Depuis, en fait, 2025, on a commencé à avoir des opportunités sur ces marchés-là. Et 2026, en réalité, le pipeline s'élargit considérablement, puisque nous avons de plus en plus de vendeurs contraints. Des vendeurs contraints, alors on ne va pas citer de nom, mais ça peuvent être des asset managers français, asset managers en Europe, qui ont besoin de vendre des actifs, soit pour créer la liquidité pour leurs investisseurs, mais également pour rembourser les dettes qui ont pu être contractées dans le cadre des acquisitions immobilières. Donc tout ça, ça constitue, selon nous en tout cas, un terreau propice à l'investissement, d'où l'idée de lancer deux nouvelles offres sur le marché et de réactiver un petit peu la collecte, d'aller prêcher la bonne parole auprès de nos distributeurs et des clients pour leur dire voilà, il est temps de revenir sur le marché de l'immobilier et d'après nous, c'est le bon moment pour le faire. Très intéressant, et je pense qu'un des éléments qui m'a le plus marqué en fait par rapport à d'autres lancements de jeunes SCPI lancés par de jeunes sociétés de gestion, c'est justement le fait que vous ayez ce qu'on appelle le track record, cet historique, cette preuve entre guillemets de résultat. En deux mots, et sans nous refaire toute la performance, vous avez traversé au cours des 10 dernières années un certain nombre de crises. Quelles ont été finalement les performances de vos fonds? Est-ce qu'ils s'en sortent bien pour l'instant? Et finalement, évidemment, tu te doutes que ma question, c'est finalement comment rassurer un épargnant qui se dirait ces gérants savent de quoi ils parlent. Alors effectivement, nous avons traversé toutes ces crises dans d'excellentes conditions, puisque aujourd'hui, tous nos fonds affichent des performances positives, voire très largement positives. Donc il n'y a eu aucune baisse de valeur en fait sur ces fonds. Donc ça, c'est le premier résultat concret pour les investisseurs. Et ça résulte aussi d'une
d'une posture qui a été de dire, on a toujours souhaité maîtriser notre collecte pour pouvoir mieux maîtriser nos investissements. Voilà, donc c'est cette discipline-là qui a fait que nous avons su traverser en fait toutes ces périodes compliquées. Et je rajouterai aussi une chose, ça a été de gérer aussi l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier jusqu'à la gestion locative, puisque aujourd'hui nos équipes s'occupent aussi du suivi des locataires. Et donc finalement, ça nous permet d'avoir des remontées d'informations terrain qui sont souvent plus fines et qui nous permettent aussi d'anticiper, puisque un locataire est toujours une entité ou une personne qui est amenée un jour à partir. L'idée, c'est de savoir, on ne sait jamais quand, mais l'idée, c'est de se dire quand elle va partir, dans quelles conditions on va pouvoir relouer cet actif. Voilà. Et souvent, la proximité avec le locataire permet de savoir quand est-ce qu'il va partir et de commencer à travailler la commercialisation de l'actif, d'éviter de perdre du temps tout simplement, et in fine de l'argent et en bout de tout ça, de la performance. Et alors du coup, j'ai vu que le groupe Premium, un gros groupe de distribution de produits financiers en France, est entré au capital de la société de gestion en janvier de cette année. Concrètement, qu'est-ce que ça change, alors à la fois sur la distribution, mais également sur la gestion pour vous? Alors ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que à la fois l'équipe de gestion, les gérants poursuivent leur travail antérieur et ils sont souverains dans leurs décisions d'investissement ou de désinvestissement. Ça, c'est pour la partie gestion. Et pour la partie management, aujourd'hui, les deux mandataires que sont mon associé Joël Vacher et moi-même, nous continuons de diriger la société de gestion en fonction de la ligne que nous nous sommes fixée, savoir pérenniser les fonds existants et lancer de nouvelles offres qui seront ouvertes au grand public. Et malgré tout, encore une fois, je me place dans la peau d'un épargnant qui voit encore un nouveau véhicule se lancer, puisqu'il y en a quand même eu quelques-uns récemment. C'est quand même un gage de volumétrie de collecte, j'imagine. Comment ça se passe? Parce que c'est une des questions que pas mal de gens se posent, c'est de se dire finalement, toutes les SCPI vont-elles survivre, si je puis dire? Ou est-ce qu'il faut quand même atteindre une certaine masse critique? Ce risque existe-t-il chez vous, du fait de ce partenariat de distribution? Alors, de notre point de vue, non, puisqu'effectivement, nous sommes adossés sur un grand groupe qui a différents réseaux en interne. Et ces réseaux, aujourd'hui, nous laissent penser, en tout cas de manière très concrète, que nous allons pouvoir atteindre une taille critique rapidement. Et donc, effectivement, éviter d'avoir un fonds d'investissement, une SCPI en l'occurrence, qui se sclérose très rapidement et qui soit obligé, finalement, peut-être un jour de revendre les actifs pour rembourser les investisseurs. Voilà, donc ça, c'était aussi... ça faisait partie de nos réflexions antérieures, en fait, et un des obstacles, finalement, aussi à se dire, quand on voulait se lancer il y a 2 ans, est-ce qu'on a le réseau suffisant pour pouvoir collecter et pour pouvoir non pas faire en sorte que le fonds soit pérenne pour la société de gestion elle-même, mais plutôt qu'il le soit pour les investisseurs eux-mêmes. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, on a des gages, en tout cas, qui nous laissent penser que tout ça va nous permettre de collecter de manière régulière aussi, parce que il y a le lancement, il y a les parts sponsors, etc., qui font un appel d'air. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir collecter sur la continuité dans un temps long. Et on pense qu'effectivement, on est effectivement adossé sur le bon acteur pour pouvoir le faire. Oui, c'est primordial, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment le cercle vertueux quand ça se passe bien, puisque la collecte, avec l'effet relutif qu'on connaît tous, permet de générer une petite surperformance au début. Si elle arrive à être continue, voire même idéalement croissante progressivement, c'est sûr que c'est un peu le jackpot. Fong, pour passer à toi, donc, tu as été directeur des investissements chez Iroko, puis tu as été cofondateur de Darwin. Tu te lances désormais sur ce nouveau projet avec Pierre Premier Gestion. Qu'est-ce qui finalement t'a convaincu de lancer ce projet dans cette maison? Comme tu l'as dit, en fait, je viens de 2 maisons qui étaient plutôt des startups. Quand on s'est rencontrés, en fait, je dirais pas que c'était un coup de foudre, mais ça faisait complètement sens qu'on travaille ensemble. Pour moi, le groupe Premium, alors je connaissais de loin, je les ai rencontrés, j'ai tout de suite vu l'opportunité en fait de travailler avec eux par la puissance du groupe, la puissance du réseau de distribution, le sérieux de la société. Et aujourd'hui, on le sait tous, le nerf de la guerre, c'est pas tant d'acheter ou d'investir en immobilier, c'est vraiment la distribution. Et tu peux nous expliquer pourquoi un peu plus en détail? En fait, les SCPI aujourd'hui, elles sont dans le marché qu'on connaît. Les SCPI historiques ne collectent plus aujourd'hui. Il y a eu énormément de lancements sur les 2-3 dernières années.
toutes ne vont pas atteindre cette fameuse taille critique. Il va y avoir peut-être des fusions, des rapprochements, des cessions d'actifs. Je sais qu'avec Premium, en tout cas, ça va collecter. Ça va collecter peut-être très fort, on se le souhaite évidemment. Et acheter aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est plus facile qu'il y a 3-4 ans d'acheter dans de bonnes conditions à des taux hyper attractifs. Et voilà, ça a été ce déclencheur. Après, évidemment, il y a Pierre Premier Gestion. Donc, on l'a dit, c'est une société qui a 10 ans. On n'est plus dans un mode start-up. Aujourd'hui, c'est une société qui est bien établie. 7 fonds professionnels, 850 millions d'actifs sous gestion. Si on parlait de chiffres, c'est de la performance que positive. Donc voilà, c'est vraiment l'alliance du groupe de distribution associé au monde de l'immobilier qui m'a vraiment convaincu de rejoindre cette aventure. Et bon, aujourd'hui, c'est 850 millions, mais si on arrive au milliard sous peu, ça serait bien. Je serais ravi en tout cas d'y participer, c'est sûr. Et alors du coup, venons-en au fait, si je puis dire, cette SCPI PPG Prem Europe. Alors déjà, dès le nom, on a quelques idées de ce vers quoi vous allez vous diriger. Mais est-ce que tu peux revenir un peu déjà sur ce nom et surtout sur la stratégie qu'il y a derrière ce véhicule? Bon, je pense que c'est assez explicite, PPG Prem Europe, PPG Premium. On voulait vraiment inscrire le nom des deux maisons dans ce produit. C'est vraiment une alliance. On travaille vraiment main dans la main au quotidien pour lancer ce fonds dans les meilleures dispositions possibles. Et pour ceux qui n'auraient pas l'acronyme, c'est PPG, Pierre Premier Gestion évidemment. Au cas où quelqu'un se poserait la question encore. Mais... Bon, je ne pense pas, mais c'est bien de le rappeler. Et Europe. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 2-3 ans que les fonds sont diversifiés et à l'international. Alors, il y a de l'Europe, mais il y a aussi les États-Unis, l'Amérique du Nord. Certains se disent pouvoir aller en Asie ou en Océanie. En tout cas, juste dans les statuts. Nous, on va vraiment aller en Europe. Et se limiter à l'Europe. Oui. Alors, pas n'importe où en Europe, vraiment Europe de l'Ouest. On reviendra sur le cas de la France, qui n'est pas sorti du champ d'investissement. Mais en tout cas, on ira vraiment sur l'Europe de l'Ouest, sur les pays majeurs. On en vise 4 dans un premier temps, que sont l'Espagne, l'Allemagne, le UK et l'Italie. Okay. Donc, vous mettez le UK dans l'Europe. Europe géographique, on va dire. Alors oui, il y a l'Eurozone, mais il y a aussi la livre. On nous pose souvent la question. Nous, c'est un fonds diversifié, donc le UK, ça sera à peu près 20-25% de la poche d'investissement. On a regardé la variation de la livre sterling par rapport à l'euro depuis 2016 et le Brexit. En vrai, on est sur un tunnel de plus ou moins 5%. D'accord. Donc si on se dit qu'on est sur 20% de patrimoine au UK, en vrai, ça te donne une exposition à plus ou moins 1%. Vous comptez pas vous couvrir face au risque de change? C'est pas une stratégie envisagée pour l'instant? Non, si on a une variation de plus ou moins 1% entre les différentes devises, c'est pas forcément nécessaire. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est vraiment sur un produit immobilier, au-delà de la financiarisation. Et le UK, l'Allemagne, l'Espagne, c'est vraiment des marchés très profonds. Tu as à chaque fois plus de 50-60 millions d'habitants répartis sur différentes régions. Ou des lenders, par exemple, en Allemagne, que je connais bien, j'y ai travaillé 2 ans. Plutôt des gros pays dans un premier temps, après des pays plus petits, on ne va pas dire secondaires, mais qui sont assez forts quand même, comme l'Irlande, les Pays-Bas ou le Portugal. Mais on sera vraiment sur l'Europe de l'Ouest et pourquoi pas à l'opportunité sur la France. Alors on sait qu'aujourd'hui, l'avantage fiscal est énorme, investir dans une SCPI à l'étranger. Néanmoins, on ne se ferme pas la porte. On a vu, il y a très très belles opportunités qui sont arrivées en France. Je pense à l'immeuble Magnétique, immeuble de bureau à Porte d'Orléans, avec Chronopost en locataire principal. Bon, c'est 135 millions d'euros, on va pas acheter ça tout de suite. Mais c'est un taux de rendement 14% à l'entrée. Avec un bail long, je ne connais pas bien cet immeuble en particulier. C'est un immeuble multiloc, mais vraiment Chronopost est là pour 7-8 ans. D'accord. 14%, comme l'a dit tout à l'heure Gérald, on arrive sur un moment de marché où certains vendeurs sont contraints et ces contraintes font les opportunités pour les autres, donc on espère bien les saisir à ce moment-là. Ok, donc tu dis donc diversifiée européenne. Est-ce que, c'est un petit peu ce que font pas mal de SCPI malgré tout depuis les quelques dernières années, si tu devais aller un peu plus loin sur la spécificité que vous essayez de mettre en place dans la gestion, qu'est-ce que tu pourrais citer pour un épargnant qui pourrait hésiter? Alors nous, on va vraiment que en Europe, okay. Pays frontalier, on se rend systématiquement sur place au moment de chaque acquisition. C'est vrai qu'acheter au-delà de ces frontières européennes, c'est quand même très compliqué. Notamment... Par exemple, tout ce qui est Europe de l'Est, etc., c'est pas quelque chose que vous avez sur le radar?
Pas dans l'immédiat. La stratégie d'investissement est très très ouverte au niveau des statuts. L'Europe de l'Est, non. Il y a toujours ce risque avec la Pologne, il y a toujours ce risque géopolitique qui existe évidemment. Après, sur d'autres pays de l'Est, comme l'Estonie par exemple, ça reste des micro-marchés. Moi, le marché américain, je ne le connais pas. Le marché asiatique ou Océanie, alors il y a très peu de monde qui y va aujourd'hui, mais c'est vraiment pas l'essence de la SCPI. Moi-même, j'étais en Océanie, j'étais en Nouvelle-Zélande en fin d'année dernière. C'est 12 heures de décalage horaire, c'est impossible à gérer, quoi. Donc on va rester sur les marchés qu'on connaît, des marchés forts, où on sait qu'on aura une bonne maîtrise et sur l'investissement et sur la gestion. Et en termes de classe d'actifs, du coup, parce que là on a beaucoup parlé géographie, vous avez un peu des particularités sur la restauration rapide, y compris parfois du sport loisir au sein de la maison Pierre Premier Gestion. Mais sur cette SCPI, vous serez diversifié, c'est bien ça? Diversifié, ouais. Donc on pourra vraiment regarder toute typologie d'actifs, du commerce, de la logistique au sens large, du bureau. Alors le bureau n'est pas mort, on va encore tous les jours au bureau, malgré le télétravail, mais c'est vrai qu'il faudra être hyper sélectif sur la classe bureau, en diluant le risque au maximum, soit sur des baux très très longs, ou alors sur du multilocataire par exemple. Et on aura un pôle effectivement, tout ce qui est hospitality, crèche, éducation, santé par exemple. Alors si vous regardez cette vidéo et que la SCPI PPG Prem Europe vous intéresse, elle est bien évidemment disponible chez Louvainvest. Et si vous voulez plus d'informations, ou si vous souhaitez réaliser une simulation de portefeuille ou échanger directement avec l'un de nos conseillers, eh bien toutes les informations sont dans la description. Pour revenir sur le cas de la France, parce que je sais qu'on en a parlé brièvement, mais c'est quand même un cas qui va évidemment poser question. Vous n'interdisez pas la France dans les statuts, tu nous dis il y a de très belles opportunités. Néanmoins, si j'ai bien compris, vous laissez cette porte ouverte au cas où, notamment si jamais un jour des conventions fiscales venaient à être, on va dire, renégociées. Néanmoins, ça n'est pas votre priorité, qu'on soit clair. Dans un premier temps, vous n'allez pas aller en France. Non. Alors c'est vrai que le marché est très très demandeur de ces pays étrangères. La fiscalité, elle est ce qu'elle est en France. Si on prend juste des grands chiffres, on est sur une fiscalité qui va du simple au double en France. Aujourd'hui, les clients et les CGP sont parfaitement au courant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 3-4 ans. Moi-même, avant, je gérais une SCPI avant Covid, qui achetait que du bureau en Allemagne. Cet avantage fiscal existait déjà. Néanmoins, ce n'était pas l'argument premier de vente. L'argument premier, c'était de se dire, vous avez un avantage fiscal qui est en fait sans commune mesure, à acheter à l'étranger par rapport à la France. Néanmoins, comme tu l'as dit, on ne va pas s'interdire d'investir en France. Effectivement, si on arrive sur des taux à l'acquisition à 14%, on s'y retrouve fiscalité déduite. Et demain, effectivement, les conventions fiscales bilatérales entre la France et les pays à l'étranger peuvent changer. Donc et tu te dis pas. pourquoi pas, on ne sait pas, et donc pourquoi fermer? Tout à fait. Ok, très clair. Je reviens sur un point, Gérald. Dans une tribune en 2024, tu insistais sur le facteur de performance supplémentaire que l'effet de levier apporte dans l'immobilier. Alors, tout investisseur, on va dire un peu classique en immobilier locatif, fait généralement un investissement avec un fort effet de levier. Il me semble que tu avais fait une démonstration où tu expliquais le rendement immobilier, par exemple 6,5%, 50% de dette, un taux de X%, on arrive à générer une surperformance. Dans les SCPI, l'effet de levier est quand même assez fortement encadré. La moyenne de l'endettement des SCPI, si je ne dis pas de bêtises, est un peu en dessous de 20%. Donc vous n'allez pas être sur du 50% d'effet de levier comme vous pouvez l'être sur des fonds professionnels. Est-ce que ça marche quand même, l'immobilier, avec un peu moins d'effet de levier? Alors ça marche également. La différence, c'est que jusqu'à présent, nous étions effectivement sur des structurations qui utilisaient dans des proportions relativement importantes l'effet de levier de la dette, mais également parce que, in fine, les fonds étaient des fonds de capitalisation et non pas des fonds de distribution. Donc, des fonds de capitalisation avec une fiscalité qui n'était pas celle des revenus fonciers, mais qui était celle aussi des valeurs immobilières. Donc, l'objectif était totalement différent par rapport aux véhicules d'investissement utilisés versus la SCPI aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, en fait, c'est que bien entendu, on utilisera l'effet de levier de la dette dans un second temps, alors, pas au démarrage, mais dans un second temps, ce qui est d'ores et déjà prévu. Et ensuite, on était, nous, plutôt sur des actifs dits de rendement. Là où je pense qu'aujourd'hui, on sera un petit peu plus sur des actifs un petit peu plus patrimoniaux. Donc là encore, on est dans une logique d'investissement qui est différente. Donc
voilà, à la fois la structuration utilisée, l'objectif final entre de la capitalisation et de la distribution, fait qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on emprunte une voie différente, mais qui ne nous empêchera pas d'atteindre les objectifs qui ont été ceux qui ont été exposés lors de l'agrément du fonds et qui sera exposé à l'ensemble des investisseurs. Voilà. Alors, on ne peut pas faire sans effet de levier de la dette ce qu'on a pu faire sur nos fonds historiques ou pour, par exemple, à titre d'exemple, sur le fonds BKO-PCI, qui est un fonds investi très principalement sur des murs de l'enseigne BK, Burger King. Donc, Burger King, voilà, où on avait annoncé un doublement du capital en 8 ans, on a doublé en 5 ans et demi pour les investisseurs initiaux, et là on leur avait dit qu'ils allaient tripler en 15 ans, et a priori, là, dans quelques semaines, quelques mois, ils auront triplé en 10 ans et demi. Voilà. Et donc, effectivement, on ne peut pas être non plus sur les mêmes objectifs, in fine, que ce qu'on va mettre là sur la table pour la SCPI, mais parce que on peut le faire. Véhicule, ouais. Et ce n'est pas du tout le même véhicule. Ouais. Alors, du coup, tu parlais là un peu en nombre du sujet de la performance, de vos objectifs, etc. Si on revient un peu sur les chiffres clés pour cette SCPI, que ce soit d'ailleurs le ticket d'entrée, période de part sponsor, TRI ou PGA d'ailleurs, sur quoi vous communiquez en termes d'objectifs, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dès aujourd'hui ? Alors sur les grandes caractéristiques, on est sur un prix de part à 200 € unitaire, 25 parts, minimum de souscription, soit 5 000 €. Dette jouissance au premier jour du 6e mois. En termes de TRI, 7% sur une durée de... Cible non garantie, je le rappelle évidemment. Toujours, évidemment, et c'est bien de le rappeler. Mais une durée recommandée de 8 ans, on est sur un TRI à 7%. Et un TDVM, donc taux de distribution, brut de fiscalité étrangère et net de frais de gestion, de 6,5% sur du long terme. Alors, on peut pas l'écrire, mais effectivement, sur les premières années, effectivement, on fera effectivement beaucoup mieux que ces 6,5. Il faut vraiment maintenir ce cap et le garder en tête. Oui, alors je rappelle évidemment pour tous nos auditeurs que l'investissement dans l'immobilier dans la SCPI présente un certain nombre de risques, notamment le capital n'est pas garanti. Les performances dont Fong vous parle sont des objectifs non garantis. Ce à quoi tu fais référence, Fong évidemment, c'est ce fameux effet relutif qui fait que sur les premières années, quand les choses se passent bien, notamment sur la collecte, il y a un effet assez mécanique, qui est pour le coup de l'arithmétique assez classique, qui permet d'avoir une surperformance par rapport à l'objectif annoncé. Sur la partie fondateur, et si tu veux peut-être redévelopper ce point avant qu'on parle de la partie sponsor. Alors sur la partie fondateur, nous avons réalisé l'Assemblée générale constitutive au mois de juin. Nous avons réuni environ 5,5 millions sur les parts fondateurs. Auprès à la fois des associés de la société de gestion, de ses collaborateurs, qui assez spontanément aujourd'hui souscrivent ou participent à nos fonds, et également en fait, on va dire le management premium qui a également participer à cette constitution. Et donc aujourd'hui, ça nous permet, ça va nous permettre d'acheter dans les prochaines semaines un premier actif et on espère un second dans des délais relativement réduits. Oui, donc ça, j'insiste, c'est important. Donc en fait, vous avez, peut-être pas chacun des collaborateurs, mais en tout cas, le management à la fois de Pierre Premier Gestion et de Premium est impliqué en fait au capital de cette SCPI. C'était déjà le cas auparavant, puisque sur l'ensemble de nos fonds, en fait, c'est aussi... il faut rappeler que cette société de gestion, à l'origine, en fait, a été fondée par 3 familles. Et ces 3 familles avaient décidé de mettre des moyens, des capitaux en commun pour pouvoir acheter de l'immobilier. Donc ça a commencé par des fonds dédiés, un premier fonds dédié avec 5 investisseurs, puis le lancement de BKO-PCI, puis le lancement d'un second fonds dédié. Donc on est toujours dans cette culture, en fait, non seulement de seeder les fonds, c'est-à-dire de mettre des fonds à disposition du véhicule dès son lancement, mais de rester des investisseurs long terme et dans des proportions relativement importantes, puisque actuellement on a un fonds pour lesquels les associés détiennent encore jusqu'à 30% du capital, avec une dilution qui s'opère dans le temps. Mais c'est effectivement un véritable alignement d'intérêts qui nous paraît presque normal, j'ai envie de dire, sachant que sur la plupart des fonds ouverts, aujourd'hui, il n'y a pas de notion de commission de surperformance. Voilà. On cherche l'alignement d'intérêts en se disant, si ça performe pour notre propre argent, ça performera également pour les investisseurs et, in fine, pour la société de gestion elle-même. Donc pour nous, c'est un effet
très vertueux, et c'est ce qu'on a continué de faire pour la SCPI et ce qu'on va continuer de faire pour le prochain fonds dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure. Parfait. Alors, je reviens juste, parce que là, tu parlais du premier actif. Effectivement, vous avez déjà 5,5 millions, donc c'est pas mal. Fonds, quand on parlait de la stratégie, donc on a parlé géographie, on a parlé type d'actif, on n'a pas trop parlé de taille d'actif. Est-ce que vous allez viser plutôt ce qu'on appelle un peu le small caps? Est-ce que finalement, vous faites du small caps et du un peu moins small? Quelle est vraiment la stratégie par rapport à ça? Quelle est ta vision sur le déploiement de ces fonds? Alors c'est vrai que ces dernières années, il y a beaucoup eu le terme de small and mid cap qui s'emprunte, je pense, au niveau de la bourse, qui a été attribué à l'immobilier. Non. Alors nous au début effectivement on a les moyens qu'on a, donc on achètera des petits immeubles, mais c'est pas l'enjeu, en tout cas pas l'objectif à plus long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'acheter un immeuble à 1 million ou 50 millions d'euros, ça prend exactement le même temps. Voire même un actif à 1 million, ça peut prendre même plus de temps. Je prends un exemple tout bête, tu prends une crèche ou un commerce en pied d'immeuble qui est en copro, elle-même compris dans une volumétrie. En fait, il faut reconstituer toute cette partie juridique. Ça demande des autorisations, il faut aller voir en mairie, enfin si tout se passe bien. Alors, si je prends un immeuble en pleine propriété, un immeuble haussmannien, monolocataire, 50 millions, je t'assure que ça va beaucoup plus vite. Donc non. Si demain j'ai une poche de 10 millions d'investissement, très concrètement, je ne vais pas faire 10 actifs à 1 million, ça sera 2 à 3 actifs. Okay. Demain, effectivement, ça sera 30, 40, 50 millions. Je ne peux pas acheter 30 actifs à 1 million chacun. En fait, clairement, ça prend beaucoup trop de temps au niveau de l'investissement. Et puis, il faut penser derrière la gestion. Parce que si tu multiplies le nombre d'actifs et le nombre de locataires, c'est autant de problèmes que tu te crées, que tu te rajoutes. Et je pense qu'on aura d'autres priorités que régler ces petits problèmes locatifs ou techniques. Ok, extrêmement clair. J'ai une question pour vous sur le marché, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises en se parlant de ces fameux vendeurs contraints. Alors, j'ai l'impression que ça fait depuis 2024 que tous les 6 mois, on me dit « Ah, il y a une fenêtre énorme », puis 6 mois après, la fenêtre se referme, puis en fait, non, elle ne s'est pas vraiment refermée, elle se réouvre. En fait, qu'en est-il aujourd'hui? On est mi-2026. C'est un bon moment pour acheter, et où? Alors, je laisserai Fong compléter ma réponse, mais en fait, de notre expérience collective, je dirais de celle des gérants et des dossiers qu'on reçoit actuellement, tout dépend en fait des classes d'actifs visées. Effectivement, il y a probablement de meilleures opportunités actuellement sur le marché de bureau, qui est devenu un gros mot, que sur d'autres classes d'actifs, comme par exemple le commerce. Mais rappelons que le commerce, dans la période qui a commencé en 2019 avec les gilets jaunes et la crise sanitaire, c'était une classe d'actifs décriée, voire boudée. Et les investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels, y sont revenus. Parce qu'elle a quand même des caractéristiques résilientes. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on parle d'immobilier professionnel, la réalité, c'est que la promotion immobilière dans son ensemble s'est très nettement ralentie. On peut parler du résidentiel, mais on peut aussi parler du tertiaire, parce qu'évidemment, les promoteurs ne vont pas lancer des programmes de bureaux, de commerce ou autres pas en ce moment. Et puis, sincèrement, il y en a beaucoup qui sont en difficulté. Voilà. Donc, on est aussi passé dans une ère d'une forme de recyclage de l'immobilier existant. Donc, simplement, dans ce système-là, oui, les actifs ne s'achètent pas au même prix. Il y a des primes de risque qui sont beaucoup plus importantes aujourd'hui, par exemple, sur le bureau. Alors, ça va être d'autant plus vrai que le bureau en question va être partiellement vacant ou totalement vacant. Donc, il va exiger une période de recommercialisation, à condition que ses caractéristiques intrinsèques le permettent. Donc ça, c'est une chose. Donc il faut différencier en fait finalement les classes d'actifs elles-mêmes. Il faut aussi regarder la taille des actifs, puisque on parlait de granularité dans l'investissement, mais on le retrouve aussi à la vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des actifs entre 50, 100, voire plus, le champ des acheteurs potentiels s'est considérablement réduit. Donc évidemment, une des raisons qui nous a permis de traverser ces crises, voire de revendre des actifs en pleine période de hausse de taux, en les revendant plus cher que ce qu'on les avait achetés, c'est parce qu'on était dans des montants qui étaient compris entre quelques millions d'euros, autour de 3 millions d'euros, jusqu'à 10 millions d'euros. Donc
il y a plus de profondeur de marché sur ces tailles-là que sur des montants supérieurs. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 2024, ceux qui devaient vendre se sont dit tiens, je vais attendre, je vais vendre en 2025. À cette occasion-là, ils ont peut-être prorogé leur crédit auprès des banques. Voilà, ils ont attendu en imaginant que le marché allait redémarrer, que ça serait plus propice pour vendre. Et puis patatras, avec le début d'année, crise géopolitique et autres, le marché ne redémarre pas. Donc là, 2026, ils sont un petit peu pressés, soit par leurs clients, leurs investisseurs, soit par leurs banquiers. Et donc là, la conclusion de tout ça, c'est que on reçoit énormément de dossiers. Là où avant, on nous demandait de participer à des appels d'offres, aujourd'hui, les appels d'offres, c'est quasiment nous avec nous-mêmes, en exagérant un tout petit peu. Donc c'est plus du tout pareil. Et puis, on a aussi dans le viseur le fait d'acheter des actifs en se disant, mais finalement, cet actif, si demain, je devais acheter un actif au même endroit, le terrain, et construire dessus, dans quelles conditions je pourrais le faire et si la réponse que vous avez, c'est de vous dire, aujourd'hui, j'achète dans des conditions un actif qui me permettent aussi, parce que le fait d'acheter à prix décoté vous permet, par exemple, si vous devez relouer un bureau, vous allez pouvoir être plus agressif sur les conditions de location. Évidemment. Alors, je parle des mesures d'accompagnement, mais simplement aussi du loyer. Et donc, ça vous permet aussi d'aller chercher potentiellement les locataires des immeubles d'à côté. Voilà. Donc, 2026, selon nous, et en tout cas au regard des dossiers qu'on reçoit régulièrement, que les différents gérants reçoivent, nous montre que oui, effectivement, il y a un pipe d'investissement qui nous paraît très attractif. Voilà. Et ce, en France et en Europe, en fait. Hein. Ah oui, moi je reçois des dossiers tous les jours. Il y a des taux incroyables. D'accord. Il y a 2 semaines, on était à Londres. Hein. Londres, qui est quand même la capitale du Royaume-Uni. Il y a Londres et Paris sur la place européenne. Aujourd'hui, tu obtiens des sujets, des très beaux sujets, entre 8, 9, 10%, avec des beaux locataires. Alors, Londres est plus vaste que Paris, effectivement, mais des immeubles qui sont assez sains, qui sont proches des transports, plutôt bien loués. Voilà, on serait susceptible d'aller là-bas. Mais le premier sujet qu'on a en exclusivité, par exemple, c'est en Allemagne, D'accord. sur une des villes du Big 8. Donc, il y a le gros 8 en français. En Allemagne, en fait, le marché est assez éclaté sur les Länder. Il y a 8 grosses villes. On est très très bien situé, une très belle enseigne qui est présente depuis 20 ans, qui a encore 10 ans de bail. Là, on l'achèterait à 8,25. D'accord. C'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est que du bonheur. Et le même actif, je pense, avant de remonter des taux, il serait vendu entre 5,5 et 6%. Donc, on a vraiment cette prime de risque qui va bénéficier à nos investisseurs demain. Si les taux baissent, qu'on revend, on vendra également, également dans de très bonnes conditions en tout cas. Et alors d'ailleurs, c'est une très belle transition, parce que je pense que c'est un peu une question que pas mal de gens se posent finalement, et c'est assez difficile d'y répondre, en tout cas pour moi. Est-ce que finalement on n'est pas sorti complètement, et on n'y reviendra pas, à cette période de taux zéro, ou voire parfois négatif? C'est quoi, est-ce que vous avez au sein de la maison de gestion une perspective par rapport à ça? Si ça baisse, on pourrait vendre plus cher évidemment, mais est-ce que c'est un scénario que vous considérez probable, ou finalement pas nécessairement, il est plausible qu'on reste assez longtemps autour des taux actuels? Alors on parle souvent de momentum. Alors j'aime pas trop ce mot, parce que momentum, je trouve que ça serait un temps court en fait, où il faut saisir cette opportunité. C'est ma conviction qu'on va rester sur des taux élevés encore un certain temps. Alors, j'ai pas de boule de cristal. Évidemment. 3, 4, 5 ans peut-être. Les taux sont remontés. Ils avaient commencé à redescendre gentiment. La BCE les a augmentés au mois de juin. Oui, tout à fait. 25 points de base. C'est pas des signaux qui sont très, très encourageants pour les investisseurs. Mais en tout cas, pour l'investisseur immobilier, c'est une très, très bonne chose. Effectivement, aujourd'hui, acheter du 7, 7,5, 8%, c'est relativement facile. Et encore qu'il faut parfois se battre avec des vendeurs. Mais non, pour moi, on est vraiment sur un temps long. Et il faut savoir profiter de ce moment. Et un jour ou l'autre, les taux rebaisseront. Alors peut-être pas à zéro. On reviendra peut-être à du 2%. Quoi.
Ok, très clair. Du coup, si je résume, on a parlé beaucoup de la distribution et je pense que c'est assez intéressant. Vous faites votre lancement, du coup, si je comprends bien, avec les réseaux du groupe Premium. Vous le faites également, vu qu'on se parle aujourd'hui, de manière digitale avec Louinvest. Et évidemment, on vous remercie. On est ravis de cela. Pour parler de ce lancement plus précisément, est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur ces fameuses parts sponsors? Alors, il y a eu le tour de table fondateur, 5 millions et demi, principalement dans le groupe. Alors, il va y avoir 2 phases de sponsors. Sponsor 1 et sponsor 2. On n'est pas très originaux là-dessus. On l'a On pas peut faire marqué. A et B, mais bon, 1 et 2, ça marche aussi, quoi. On l'a pas marketé, mais je pense que les gens ont bien compris en tout cas. Donc, dès l'ouverture du capital au grand public, à partir de l'agrément, première phase de 20 millions d'euros, avec une décote de 7,5% sur le prix de la part, donc 185 euros au lieu de 200. C'est énorme. C'est énorme. Sachant que vous avez que 8% hors taxe de frais de souscription. De commission de souscription, Commission ouais, de tout à fait. souscription. Bon, peu importe. Donc 7,5% de décote, 185 euros la part. Donc à partir de 10 000, un peu plus de 10 000 euros de souscription pour cette première souscription. Donc une fois cette première phase de sponsor atteinte, soit on atteint les 20 millions, soit on atteint la date du 30 novembre, on passe à la phase de sponsor 2. Donc toujours 20 millions d'enveloppes avec une décote de 4%, donc 192 euros la part au lieu de 200, toujours avec un minimum de souscription de 10 000 euros. Ok. Et une fois que cette phase 2 est atteinte, donc soit en termes d'enveloppe des 20 millions, soit jusqu'au 1er mars 2027, on passera ensuite à la phase de commercialisation classique, donc à 200 euros la part avec ce minimum de souscription qui sera de 5 000 euros. Et du coup, on voit ça assez fréquemment sur les phases sponsors. Y a-t-il une condition d'inaliénabilité, donc le fait de ne pas pouvoir revendre ses parts sur ces parts sponsors? Non, il n'en est pas prévu aujourd'hui. On y a réfléchi, hein, effectivement. Il y a cette décote, elle est importante. On serait tenté de penser, de croire que les investisseurs sortiront ou de cette fin de période d'inaliénabilité. Pas du tout. En fait, je l'ai vu pour avoir j'ai une SCPI sans frais assez connue de la place. Hein. En fait, si les clients sont contents, Il reste. ils restent. Hmm. Alors, il y en a, je dis pas, il y aura effectivement toujours 1 ou 2 personnes qui sortiront. Mais en tout cas, sur les 3 prochaines années, non, on est assez confiant sur notre capacité de lever des fonds, sur notre capacité de sourcing, notre capacité d'investissement et de gestion, et donc de distribution. Donc non, on n'a pas prévu cette option. Alors un élément dont on n'a pas parlé, qui est quand même de plus en plus à la mode, si je puis dire, c'est tout ce qui est ESG, label ISR, donc investissement social et responsable. Qu'en sera-t-il de cette SCPI? Alors évidemment, la SCPI sera labellisée ISR. On travaille déjà en ce sens à partir de cette rentrée avec un cabinet de conseil spécialisé qui est très bon, hein, puisque c'est des anciens de l'AFNA qui sont eux-mêmes font passer les agréments, donc ils connaissent parfaitement le sujet. Il va y avoir une dimension européenne qui sera très très forte évidemment pour ce label, qui n'est pas forcément très facile à gérer, mais bon, en tout cas on s'entoure bien. Puis on l'a vu avec l'épisode caniculaire de cet été, quand même, on ne peut pas passer Négliger à côté. ce sujet. Non, absolument, on ne peut pas passer à côté. Et en termes d'articles, on sera plutôt sur du 6, 8, 9. Vous avez déjà réfléchi à ce sujet? SFDR 8. CFDR 8. Ouais. 9, c'est quand même très très contraignant. 6, c'est... Non, on s'y intéresse quand même. Donc ça sera bien SFDR 8. Très bien. Alors du coup, pour un épargnant qui aurait choisi de vous faire confiance, est-ce qu'il y a un chiffre, une information qui vous semble particulièrement pertinente à regarder dans les bulletins trimestriels afin de suivre la bonne santé ou la réussite de cette SCPI? Alors, le nerf de la guerre, on le dit, c'est la distribution. Pour l'investisseur, c'est le taux de distribution. Malheureusement, comme tu le sais, on ne pourra pas communiquer avant une année pleine. Donc, ça sera sur 2027. On pourra communiquer sur ce premier chiffre que début 2028. Mais en tout cas, nous, ce qu'on mettra en avant dès les premiers bulletins trimestriels, ce sera les acquisitions qui donneront vraiment le tempo de ce qu'on veut faire et ce qu'on est capable de faire. On a parlé de l'actif en Allemagne, hein, donc on l'achèterait à 8,25. On a un autre actif en Espagne qui devrait sortir à 7,5 sur Londres, à plus de 9%. Voilà. Ça, en tout cas, on le dira. Hein. Donc le rendement acte en main, Oui. comme on dit un peu dans le jargon, c'est ça qui serait le plus pertinent pour les actifs que vous allez sourcer. En termes de chiffres, après, il y aura la qualité de l'immeuble, la qualité de localisation. Hein. La vitesse de collecte peut-être également? Ouais, tout à fait. De toute façon, sur les premières phases de sponsor, on est assez confiant pour que ça aille relativement vite. Hein. On a de très bonnes touches.
Après, on le sait, hein, après la phase de sponsor, il y aura toujours une période où ça corrige, hein, ça collecte moins fort évidemment. Donc charge à nous, en tout cas sur ces 2 premières phases de sponsor, de bien acheter, de démontrer ce qu'on est capable de faire sur ces taux de rendement acte en main. Et normalement, après, Ça devrait suivre. ça devrait dérouler, en tout cas on se le souhaite. Merci messieurs. Merci. Merci Clément. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous rappelle que si cette SCPI PPG Prem Europe vous intéresse, eh bien vous pouvez vous rendre directement dans la description pour avoir plus d'informations, faire une simulation ou prendre un rendez-vous avec un conseiller. L'outil de simulation et le rendez-vous avec le conseiller sont évidemment totalement gratuits.